Un genre de petit grésil. On a décollé dans ces conditions-là. J'ai dépassé les fils électriques et là, je suis revenu vers le chalet et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des fils haute tension de campagne qui m'empêchaient d'aller plus loin. J'ai entendu un bruit électrique et plus rien. J'étais complètement inanimé. En 84, j'ai quitté ma ville natale pour venir étudier la physique à l'Université Laval à Québec. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un instructeur de deltaplane. Et l'instructeur de deltaplane, il m'a parlé de sa passion. Il disait, je donne des cours, je peux t'apprendre à voler, Alain. Fait que ça fait comme, oh yes! Il y avait un vieux parapente, ça s'appelait des Rogalos à l'époque. Et j'ai fait mes premiers sauts dans une pente de ensablée avec un deltaplane et ça a fait « oh wow ». Et suite à quelques accidents répétés et de l'arthrose dans le cou, ben j'ai opté pour le parapente qui est beaucoup plus simple. Alain, c'est un modèle, c'est un fonceur. Quand il a connu ça, pour lui, c'était un envol. Il a foncé là-dedans, là, vraiment, là, il est sans limite. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'y aller. Je pense qu'il y aurait deux jambes cassées puis il réussirait à voler. Puis pour lui, c'est se sentir vivant. Dans toutes mes activités que je pratique, je préfère la contemplation, parce que contempler, c'est l'équivalent de méditer. L'adrénaline, des sensations extrêmes, je suis pas très fort là-dessus. Voler, c'est unique. Il n'y a rien de pareil. Ce 23 janvier 2015, il y avait un genre de petit grésil et ça a fait en sorte que avant que je décolle, mon équipement était mouillé. Et moi, j'ai eu une idée folle cette journée-là. J'ai expliqué à mes amis que j'allais faire du rase-motte sur le toit du motel pour atterrir, mais vraiment à côté de ma voiture. J'avais un parcours en tête et je suis pas allé vérifier s'il y avait des obstacles comme les fils électriques. J'avais préparé mon matériel, donc étendu ma voile au sol, attaché ma voile sur ma sellette, et j'avais une caméra de poursuite, une caméra suiveuse, que j'ai pris le temps d'attacher sur mon parapente. Donc, quand on décolle en parapente, on s'approche d'un bord ou sur le flanc d'une montagne. On aime qu'il y ait un vent alimenté pour soutenir notre parapente. Cette fois-là, il fallait courir, mais je courais dans la neige croûtée. Je fus le dernier à décoller de la montagne cette journée-là. La caméra qui me suivait donne des images. Moi, j'ai aucun souvenir. Par contre, on voit que je longe du côté gauche, le côté nord du lac au Saumon. Je me dirige tout le temps vers la gauche. À un moment donné, je quitte le relief et je reviens vers le motel. Et là, j'ai préparé mon atterrissage. Fait que donc, je suis allé de l'autre côté de la route 132. J'ai dépassé les fils électriques. Et là, je suis revenu vers le chalet et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des fils haute tension de campagne qui m'empêchaient d'aller plus loin. De ce qu'on m'a rapporté, parce que j'ai aucun souvenir de ce moment-là, c'est que j'étais carrément penché sur le côté, presque basculé vers l'arrière. J'ai voulu prendre un des câbles pour me redresser, et c'est là que j'ai été électrocuté. Et plus rien. J'étais complètement inanimé. Il n'y a pas eu un choc. Tout le mitaine est brûlé. Semble-t-il, quand j'ai touché les câbles électriques, il y a de la fumée qui est sortie de mon bras. De loin, vite fait, c'est ce que vu un des amis qui était présent. Mais quand il s'est approché de moi, il a vu que, en plus d'avoir de la fumée sur le bras droit, j'avais de la fumée qui sortait aussi à l'arrière de mon bras gauche. Fait que mes amis ont appelé rapidement le 911.
J'étais assis à mon bureau à la caserne. À ce moment-là, j'étais officier de garde. Puis on avait les mêmes ondes radio à ce moment-là que le service ambulancier. Puis on a entendu de l'appel pour un parapente tomber dans les fils électriques. À ce moment-là, j'étais avec un de mes collègues. Je dis, on était venu de se préparer. Fait que des fois qu'on devrait sûrement être appelé. Fait qu'on est allé s'habiller. Puis en ce moment-là, l'ambulance, ils ont demandé nos services aussi pour qu'on puisse les aider. Là, à ce moment-là, nous, on avait l'information que la personne était encore prise dans les fils. Fait qu'on avait comme préparé, demandé un délestage à distance à Hydro-Québec. Au moment de l'électrisation, là, mes amis se demandent qu'est-ce qu'on fait. Alain! C'est correct, Alain. Est-ce que quand moi, je t'ai cassé la jambe? On va aller chercher un couteau. Fait qu'un de mes amis s'est dit, c'est pas question qu'on laisse Alain là, dans cette situation-là, on n'attend pas Hydro. Fait qu'il s'est approché de moi, mais j'étais un petit peu trop haut. Fait qu'avec l'aide d'une autre personne, un embarqué sur les épaules de l'autre, ils ont pris un couteau, puis ils ont coupé les élévateurs qui sont attachés, qui attachent mon parapente sur ma sellette. Et je suis tombé au sol, et semble-t-il que là, j'ai recommencé à respirer. Ils ont pris vraiment un risque là, majeur là, en décrochant M. Gauthier. On aurait pu arriver, puis il y aurait eu 3 personnes là, qui auraient subi un choc électrique. C'était du 14 400 volts. On parle de moyenne tension, mais ça prend beaucoup moins que ça, normalement, pour une personne puisse pogner un choc puis une électrocution. Quand je me suis retrouvé au sol et j'ai repris conscience, semble-t-il que je gémissais un petit peu de douleur. Une ambulance est arrivée et semble-t-il que j'avais de la jasette puis que je réussissais encore à faire de l'humour. La victime, on voit qu'il y avait en choc, là, respiration particulière. Il y avait un gros trou là, au niveau de son manteau, au niveau de l'épaule. Il y a un gant aussi là, qui était de l'autre main, qui était vraiment déchiré complètement. Vous voyez que probablement que le courant avait passé là, de l'épaule à la main. Une petite légère odeur de chair brûlée aussi. Là. Fait que ce qu'on a fait, c'est ça, on a stabilisé avec les paramédics. Puis ensuite, on a déplacé la personne dans l'ambulance le plus rapidement possible. On avait des craintes pour sa vie parce qu'on savait que c'était quand même un haut voltage là, qui était dans les fils. Ils m'ont transporté à l'hôpital de l'Amicoui, qui m'ont gardé quelques heures. Et étant donné le niveau de gravité de l'électrisation, ils m'ont transféré en ambulance à Montjoly. De là, j'ai pris un avion-ambulance vers Québec. Quand je suis débarqué de l'avion-ambulance, on m'a transféré le plus rapidement possible à l'Enfant Jésus pour me soigner comme étant une personne ayant vécu une brûlure. C'est là, quand ils ont vu que mes signes vitaux étaient pas stables, qu'il y avait quelques organes qui flanchaient, ma vie ne tenait qu'à un fil à ce moment-là. Quand j'ai reçu le téléphone à la maison, c'était ma mère qui m'appelait, qui était en panique, qui me disait que mon frère était entre la vie et la mort. Il était en direction de l'hôpital de Québec. Ma réaction, c'est comme si j'ai tellement eu peur de perdre quelque chose. C'est instantané. C'est un gros coup. Je me suis mis à pleurer, puis je n'étais pas capable de raisonner. J'essayais de trouver une solution. Tout ce que je voulais avoir la chance de dire salut, tu sais, de le voir, d'y parler avant qu'il arrive quoi que ce soit. Ma priorité, il faut que je réussisse à le voir. Quand M. Gauthier arrive à l'urgence, c'est une question de survie. La question de survie, elle se joue à plusieurs niveaux. Elle se joue localement, parce que si on fait rien chirurgicalement rapidement, on va augmenter les accumulations de toxines dans son sang et il va en mourir. Il y avait l'enjeu cardiaque, c'est-à-dire que c'est pas parce que le cœur ne présentait pas d'arythmie à son arrivée qu'il n'aurait pas pu en développer. Donc oui, la vie était menacée localement parce que si on fait rien, ça va s'empirer, il va y avoir des toxines qui vont s'aggraver, il va y avoir une insuffisance rénale et puis on parle de décès relativement rapides. Fait que là, ils m'ont mis dans le coma. Je pense qu'ils m'ont monitoré pendant 48 heures sans savoir si j'allais survivre à cet accident. Il nous a annoncé qu'on ne pouvait pas voir Alain le soir même. Fait qu'on ne savait pas s'il allait survivre ou pas. Donc, moi puis ma mère,
On a passé une méchante nuit. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Dans quel état il est? C'était extrêmement difficile. Dès l'urgence, on savait qu'il y aurait une amputation qui devrait avoir lieu. On n'était juste pas capable de déterminer à quel niveau on allait amputer. Pour savoir à quel niveau on doit amputer, il faut inciser, puis il faut voir qu'est-ce qui saigne pas, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'on a fait le premier soir. On a ouvert, on s'est rendu compte qu'au niveau de l'avant-bras, absolument aucun muscle n'était vivant. Et on est remonté tout de suite faire des incisions plus haut au niveau du bras. Donc, on a vu qu'il y avait dans le bras, entre l'épaule et le coude, là, il y avait un potentiel, en tout cas une chance que ça puisse guérir. Et on savait que le premier geste d'amputation devrait se faire dans cette région. Là, ce qui se passe, c'est qu'il demande à ma mère de se présenter parce que les médecins disent qu'ils sont obligés d'amputer mon bras droit, sinon j'ai peu de chances de survivre. Ma mère, fallait qu'elle signe pour y faire amputer le bras. Puis là, elle pleurait parce qu'elle devait prendre une décision. Puis elle disait, Alain va m'en vouloir toute sa vie si je lui fais enlever son bras. Puis c'est son bras, en plus, c'est son bras qui était plus fort, qui faisait tout avec. Puis j'ai dit à ma mère, maman, là, on parle question de vie, de mort. Pour qu'Alain survive, il faut qu'on lui fasse enlever le bras. C'est ce qui cause problème présentement. Son bras, il ne reviendra jamais. Il est trop brûlé. Ils ont essayé, le sang ne circule plus. Il faut vraiment l'amputer. Le coma a duré 7 jours au complet. Mes premiers souvenirs, c'est que j'ai ma mère devant moi qui pleure et qui me met une paille dans la bouche et je bois de la slotch à la lime. J'ai voulu utiliser mon bras droit justement pour prendre le verre de slotch, puis ça n'a pas suivi. Donc je regarde et je vois bien qu'il me manque un bout parce que j'étais pas amputé complètement au départ. Fait que là, j'ai vu qu'il manquait de main. Ça fait comme, d'accord, je pense que j'ai fait vraiment une grosse gaffe. Puis ça doit être en parapente. J'ai posé la question à ma mère. Si je pense que c'est en parapente, hein, j'ai fait une connerie. Elle me dit, ah oui, t'as fait une connerie. Fait que j'ai regardé ma main gauche et instantanément, en regardant ma main gauche, je me suis dit, j'ai toujours voulu être gaucher. Fait que c'est l'occasion. Profitons-en. Quand j'ai su qu'il était réveillé, le samedi matin, je me suis dépêché, je me suis installé, j'ai rentré dans la chambre, ma mère m'avait guidé, il est là. Puis je me suis assis, j'ai regardé Alain dans son lit, puis à un moment donné, je l'ai vu ouvrir les yeux. Là, c'était... Quand les yeux se sont rencontrés, c'est yes, il est vivant, mais c'est sûr que j'ai parti à pleurer, ma chaude larme, finalement. Il pleurait comme une madone, puis qui me disait des choses genre « Oh Alain, j'ai failli te perdre, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que t'as fait, maudit fou? » Il y avait en même temps le sourire de retrouver son grand frère, mais en même temps la peine d'avoir, ou du moins le choc, d'avoir eu l'impression qu'il allait peut-être même encore perdre son frère parce que j'étais pas encore sorti complètement de la situation. Après la première amputation, on a eu une évolution qui était relativement favorable. On avait choisi de faire une amputation qu'on appelle guillotine. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, on coupe droit, on referme simplement, parce qu'à l'amputation, on voyait qu'il y avait encore certains muscles qui étaient douteux. Et on s'attendait à ce qu'il faille reprendre l'amputation pour au moins arriver à quelque chose de fonctionnel. Rapidement, par contre, dans les prochains jours, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. La plaie ne guérissait pas bien. Et la vascularité était pas bonne dans mon bras. Ça allait pas bien, fait que là, c'est là qu'ils ont décidé d'amputer près de l'épaule. Que l'on pensait être la meilleure chose à faire, qui était la meilleure amputation, ça a très bien fonctionné pendant 2 semaines. Et puis, 2 semaines après cette amputation, alors qu'on pensait qu'on était sorti du bois, M. Gauthier a commencé à faire de la fièvre. Et il y a un écoulement qui est apparu au niveau de la cicatrice. Donc, il y a du pus qui s'est mis à sortir par la cicatrice. Donc, on avait une infection. Donc, j'ai passé l'équivalent presque de 8 heures par jour pendant 3 semaines d'injection d'antibiotiques intraveineux parce que des bactéries s'étaient mis à bouffer mes côtes, l'intérieur de mon corps et en fait, tout l'intérieur du côté droit. Et là, on s'est rendu compte que malgré quelque chose de très agressif, déjà de très invalidant, on perdait encore la bataille
Et aux dernières cultures, on s'est rendu compte qu'il y avait un germe qui était pénétré, qui était un germe apparenté à ce qu'on appelle la bactérie mangeuse de chair. Donc, en fait, M. Gauthier était de nouveau en danger, mais cette fois-ci avec une bactérie mangeuse de chair. Et lorsqu'on a su que c'était le cas, on était dans une situation extrêmement difficile parce que là, il faut non seulement être rapide, il faut être agressif, mais là, il fallait penser même à aller extrêmement loin. Donc, ils ont pris la décision de m'amputer tout ce qui me restait d'épaule le lundi matin. Donc, il y avait un risque ou une possibilité que je me réveille avec plus d'épaule, plus de clavicule. C'est pas le genre de chirurgie qu'on dit on va planifier ça le lendemain, c'est tout de suite go, faut y aller. Et en effet, M. Gauthier, il a échappé plus qu'une fois à la mort durant son événement. J'ai rencontré M. Gauthier juste avant d'aller en salle d'opération, en urgence, en lui disant que ça se peut que non seulement l'épaule disparaisse, mais toute l'omoplate et tout ce qui arrive sur la cage thoracique disparaisse pour être capable de traiter cette infection à la maladie mangeuse de chair. Je me réveille et je vois qu'il me reste encore une épaule. J'ai demandé à l'infirmière, « Infirmière, venez ici, venez ici. » Elle vient me voir, j'ai dit, « Avez-vous vu le 10 roues? » Elle me dit, « Quel 10 roues? » J'ai dit, « Celui qui m'a passé dessus. Oh, que ça fait mal. » Mais c'était de l'humour uniquement, parce que j'étais tellement content de me réveiller avec mon épaule. La clavicule et l'articulation, ça, c'était un bonheur extraordinaire. C'est sûr que le cas de M. Gauthier est vraiment exceptionnel. Il a passé au travers de beaucoup de complications, ce qui n'est pas le cas non plus de nos patients, donc c'est vraiment abattant. Et puis le fait de se rendre très, très haut, avec même des questionnements sur qu'est-ce qu'on pouvait peut-être faire ou même pas, parce que même à la fin, il restait encore l'enjeu même de sa vie, encore à la dernière amputation. Ça en fait un cas qui était quand même très inusité, très particulier, puis on s'en souvient de ces cas-là. Ce qui est drôle à dire, c'était difficile pour nous, mais pas pour lui. Alain a toujours pris ça. Je regarde pas ce que je perds, je regarde ce que j'ai. Finalement, c'est lui qui nous a remonté le moral autant que nous autres, on l'a fait juste par notre présence, par soutien. Mais lui, de sa façon d'être, nous donnait une leçon de vie. Quand j'étais à l'hôpital L'Enfant Jésus et que j'avais du temps à réfléchir, je me suis dit, j'ai une idée. Je vais refaire du parapente. Je ne sais pas comment, mais je vais refaire du parapente. Donc, j'ai acheté de l'équipement neuf pendant mon séjour à L'Enfant Jésus. Fait que mes amis ont commencé à faire des recherches et ils ont vu qu'il y avait un institut qui avait adapté une barre de pilotage en France pour permettre à des gens amputés de faire du parapente. Le fait de penser que je pouvais revoler, c'était une grande source de motivation. C'était pas la seule, mais ce fut une grande source de motivation. Quand mes plaies étaient guéries, je me suis planifié pour mon anniversaire une sortie pour aller pratiquer avec mon nouveau parapente puis la nouvelle technique que je pensais qu'elle allait me permettre de voler à nouveau. Fait que mes amis m'installent dans ma sellette. J'avais jamais retouché au parapente depuis le 23 janvier. Fait que j'ai demandé à mes amis, ben, mettez-moi face au vent puis soutenez-moi dans les airs, juste pour que je puisse sentir l'air. Mais quand j'ai eu la sensation que je connais bien, du vent qui glisse dans mon visage, je leur ai demandé « Laissez-moi aller ». Et je suis décollé, je me suis mis à voler. Et je me souviens de mon sourire dans le visage, c'était formidable. Je reprenais contact avec mon sport. Je ne savais pas si j'allais pouvoir vraiment voler de façon autonome, mais là, j'étais en vol. Pour la première fois, c'était... J'ai réussi. Probablement qu'il doit être heureux en tabarouette, là. Ce qui m'a apporté dans les événements qui sont arrivés, c'est de vivre ses passions. C'est super important. Puis c'est important d'être heureux chaque jour, chaque matin que tu te réveilles. C'est ton destin, ça t'appartient à toi. Ta détermination à être heureux. Alain, il est déterminé à être heureux, à faire tout ce qu'il veut dans la vie. La vie tient un fil. Il faut en profiter, il faut être heureux chaque jour. On regarde pas ce qu'on n'a pas, mais on regarde ce qu'on a. On regarde pas ce qu'on a perdu, mais on regarde en avant. C'est ça qu'Alain m'a fait comprendre. Le fait d'avoir survécu à mon accident, ça m'a permis d'apprécier davantage la pratique de mon sport. Mais j'avais oublié à quel point la nourriture
était bonne. Pour ceux qui ont la chance ou la malchance d'être près de moi quand je mange, je gémis. Le contact avec la nature est différent. Quand je marche dans la nature, j'apprécie les odeurs. Je dis pas que tout est plus intense, mais le fait d'être vivant, je remercie toute l'équipe médicale qui m'ont sauvé la vie. C'est des gens extraordinaires. Fait que j'ai la gratitude qui était assez forte. Et j'ai beaucoup plus accentué ma vie sur l'instant présent. Hier, c'est trop tard, demain, c'est trop loin. Puis à l'hôpital, je pense pas l'avoir vécu comme une épreuve parce que j'ai lâché prise, j'étais là. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ce qui se passe? J'en ai vraiment profité pour repenser à c'était quoi mes priorités dans la vie.